Rebonjour à toutes et à tous. Je suis toujours Valina Rigaud, toujours première vice-présidente de l'ISNAR-IMG et toujours interne à Lyon. On se retrouve pour un nouveau Flash Actu pour discuter interprofessionnalité. Notre position de médecin traitant nous permet d'être en lien avec de nombreux autres professionnels de santé qui, comme la nôtre, sont actuellement en pleine mutation. À l'heure de la pénurie de médecins, on parle énormément de délégation de tâches pour nous libérer du temps. Donc, de nombreuses mesures ont été prises ces dernières années allant dans ce sens et de nombreux débats sont toujours en cours à ce sujet. Durant cette dernière demi-heure de cette première journée de congrès, je vous propose de faire un rapide tour d'actualité des dernières réformes relatives à 4 professionnels de santé. La pharmacie, la maïeutique, la kinésithérapie et les soins infirmiers. Et pour cela, nous avons décidé de laisser la parole aux principaux concernés en invitant les représentants nationaux des étudiants de ces 4 filières de santé avec lesquels l'ISNAR-IMG travaille régulièrement. Merci donc d'accueillir nos 4 intervenants et intervenantes de ce soir. Laura Fauché, présidente de l'ANESF, l'Association nationale des étudiants et étudiantes sages-femmes. Maxime Bernard, président de la FNEC, Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Mathilde Padilla, présidente de la FNESI, Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières. Et enfin, Benoît Laurie, chargé de mission perspectives professionnelles de l'ANEPF, Association nationale des étudiants en pharmacie de France, à qui je laisse la parole. Bonjour tout le monde, merci d'être resté pour ce dernier Flash Actu. Donc, je m'appelle Benoît Laurie, je suis à l'ANEPF, donc c'est l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Je vais vous parler aujourd'hui, même s'il n'y a pas que des pharmaciens ici, on va dire du pharmacien officinal, celui que vous retrouvez près de chez vous, celui avec qui vous êtes le plus en contact en tant que futur médecin généraliste. Donc on a une actualité très riche dans nos pharmacies. On a un métier qui est en pleine mutation depuis, on va dire, 5-10 ans, et ça a été vraiment accéléré par la crise du Covid. Donc je vais essayer de vous passer sur les quelques nouvelles missions qui sont arrivées dans nos pharmacies. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer un peu la démographie de l'officine. En France, on a 20 500 officines et ce nombre, il est en baisse, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de regroupements d'officines. Les petites officines ont du mal à survivre, on va dire, là où il n'y a pas de médecin à côté, donc ça paraît assez logique. Et par contre, le nombre de pharmaciens par officine a tendance à augmenter. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en moyenne 3 pharmaciens par officine. Le maillage, il reste quand même assez bien conservé, même si on pense que dans le futur, comme toute profession, il pourra être déséquilibré. C'est-à-dire qu'on retrouve une officine à peu près à 4 km de chaque commune en moyenne. Et quelque chose d'un peu étrange, c'est que si dans certains territoires, la baisse de la densité médicale elle va être associée à la baisse du nombre d'officines, ce n'est pas le cas partout, ou au contraire, dans certains territoires, le manque, on va dire, de médecins va entraîner une augmentation du nombre d'officines. Donc, pour commencer avec la première grosse mission qui a fait beaucoup de bruit, c'est le pharmacien correspondant, si vous aviez suivi. C'est-à-dire que le pharmacien pourrait renouveler une ordonnance et ajuster la posologie pour jusqu'à 12 mois. Donc la limite, c'est 12 mois, donc c'est-à-dire que tous les 12 mois, il devra quand même revoir son médecin. Donc ça a fait beaucoup de bruit, alors que finalement, ça a été peu mis en pratique, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, c'est-à-dire qu'il faut que déjà le médecin et le pharmacien fassent partie du même protocole de coopération, donc par exemple de la même CPTS, aussi que le prescripteur, donc le médecin, inscrive directement sur l'ordonnance
qu'il autorise le pharmacien à renouveler et ou qu'il autorise le pharmacien à ajuster la posologie. Faut que le pharmacien informe le médecin, qu'il inscrive dans le dossier pharmaceutique, dans le dossier médical partagé, et qu'il ait une salle de confidentialité, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas renouveler la prescription directement au comptoir. Donc il y a quand même beaucoup de freins pour que vous ayez quand même le contrôle au final de la prescription et que vous soyez au courant de ce qui va se passer avec vos patients et leurs médicaments. Dans tout ce qui est dispensation, il y a aussi la dispensation sous protocole. Donc là, pareil, il y a quelques freins. Donc c'est-à-dire qu'il faut que le pharmacien et le médecin fassent partie du même protocole de coopération. Et c'est un protocole qui est créé en coopération entre ces deux professionnels. Donc c'est-à-dire que c'est le médecin qui va faire un peu un arbre décisionnel et le pharmacien qui récupère des ordonnances directement faites par le médecin. Donc pour l'instant, c'est que pour deux pathologies. Donc pour tout ce qui est odynophagie et polycurie, enfin pour tout ce qui est délivrance, en tout cas pour cette dernière de phosphomycine. Et dans les deux cas, il faut que le pharmacien puisse réaliser un TROD. Donc là aussi, le médecin est informé. Donc encore une fois, c'est vraiment fait en coopération avec vous, avec les médecins généralistes. Une autre grosse évolution dans les pharmacies, ça va être au niveau des logiciels. Donc comme les médecins, on a eu tout ce qui est Ségur du numérique, où on essaye de passer d'un logiciel de vente, parce que jusqu'à maintenant, si vous avez déjà vu un logiciel de pharmacie, c'était vraiment une caisse enregistreuse presque avec derrière toute une partie inventaire. Et on essaye en tout cas à la l'ANEP, on essaye de faire que ça devienne de plus en plus un logiciel métier, donc axé sur le patient. Donc ça va intégrer, grâce au Ségur, tout ce qui est Mon Espace Santé, messagerie sécurisée. Donc pour vous fournir, par exemple, à vous, tout ce qui est les bilans médicamenteux qu'on peut réaliser, ou aussi les comptes rendus d'entretien pharmaceutique. Et nous, de notre côté, grâce à Mon Espace Santé, on pourra récupérer, par exemple, les bilans biologiques et pouvoir alerter ou rediriger plus facilement un patient vers le professionnel adéquat. Si je vous parle aussi du Ségur du numérique, c'est parce qu'il y a un gros changement qui va nous concerner tous qui arrive, c'est la e-prescription. Donc la e-prescription, pour vous donner une idée, l'assurance maladie a déjà donné un objectif aux pharmaciens, même si ça ne dépend pas que d'eux. Ils veulent que d'ici début 2023, 50% des prescriptions suivent la e-prescription. Donc si vous ne savez pas, c'est-à-dire c'est une ordonnance imprimée avec un petit QR code. Et le pharmacien, quand il récupère l'ordonnance, il peut flasher le QR code et il est sûr que l'ordonnance est vérifiée et que ce n'est pas une ordonnance falsifiée. Ça a aussi un intérêt pour les pharmaciens pour tracer tout ce qui est les interventions pharmaceutiques qu'ils peuvent réaliser, car jusqu'à maintenant, il n'y a aucune remontée, du moins à l'assurance maladie, des interventions pharmaceutiques qu'on réalise. Pour tout ce qui est, on a parlé des TROD, donc on peut faire des TROD angine, pour l'infection urinaire, ça va arriver. Et pour ça aussi, si vous n'avez pas la capacité, vous pouvez, on va dire, forcer le pharmacien à en réaliser, c'est-à-dire que sur l'ordonnance, vous avez le droit de faire une ordonnance conditionnelle et de demander au pharmacien qu'il ne délivre pas s'il ne peut pas réaliser un TROD. Donc ça aussi, c'est une possibilité et ça permet de lutter aussi contre l'antibiorésistance. Et contre l'antibiorésistance, ça nous fait la transition vers la dispensation à l'unité qui est dont les textes sont apparus il y a 1 ou 2 semaines, je crois. C'est le fait tout simplement que le pharmacien, vu qu'on sait que les conditionnements sont plus tellement adaptés aux recommandations actuelles, va découper le blister et va donner au patient uniquement le bon nombre de doses dans un nouveau conditionnement avec une nouvelle étiquette qui doit imprimer avec toutes les informations dessus. Donc c'est quand même c'est assez prenant pour le pharmacien. Donc nous, on pousse dans le cadre de la lutte contre l'antibiorésistance pour que ce soit généralisé. Mais c'est pour l'instant ce qui est
ce qui est réfléchi et ce qui devrait arriver dans la prochaine convention qui est actuellement en négociation du côté pharmacien. Maintenant, quelques petits mots rapides sur le futur. Donc, après la vaccination contre la grippe, la vaccination contre la Covid, il y a beaucoup de vaccinations qui vont sûrement arriver en officine. Donc, dans un premier temps, et c'est déjà pas mal, ça serait toutes les vaccinations en fait de l'adulte, sauf pour les vaccinations de virus vivants. Donc, ça arriverait à l'officine, c'est-à-dire à la fois prescrit et réalisé par le pharmacien. Et pour le futur, on travaille, nous à la NEP, beaucoup avec l'ISNAR IMG, notamment sur tout ce qui est orientation du patient, acte de premier recours. Pour ça, on essaye de faire avec eux un travail de repérage, on va dire, des situations un peu à risque qui nécessitent une nouvelle orientation. Et donc pour ça, on a créé une association, c'est l'association des États généraux du premier recours, pour essayer de travailler sur le sujet. Voilà un peu sur tout ce que j'avais à dire par rapport à la pharmacie d'officine. Juste un petit mot par rapport au thème de votre congrès. On va dire qu'on est au courant que la pharmacie, on a peut-être une croix verte, mais notre pratique est loin d'être verte. C'est quelque chose qui est en réflexion avec les syndicats ou autres. On essaye de trouver une solution. Mais tant que la rémunération nous, notre position, c'est tant que la rémunération des pharmaciens sera liée au fait qu'ils doivent donner une boîte, on va avoir du mal à atteindre un usage raisonné des médicaments, et notamment des médicaments sans prescription médicale. Voilà, merci beaucoup. Merci Benoît. On passe à Laura pour la NEF. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Laura Fauché et je suis présidente de l'Association nationale des étudiants et étudiantes sages-femmes et étudiantes sages-femmes à Clermont-Ferrand. Je suis très heureuse d'intervenir ce soir auprès de vous, futurs collègues. En effet, nous serons amenés à travailler ensemble, sages-femmes et médecins généralistes, que ce soit dans nos cabinets libéraux, dans les maisons de santé ou encore les CPTS, en plein essor de manière coordonnée. Il faut savoir qu'actuellement, la profession de sage-femme est en grosse crise. Les sages-femmes partent de l'hôpital. On est en sous-effectif un petit peu partout en France. Et des mobilisations sont menées depuis de longs mois pour faire entendre nos revendications. Ensuite, pour partir sur de bonnes bases, il me semble important de revenir sur les compétences des sages-femmes en matière de santé génésique et d'orthogénie, qui sont encore trop peu connues, parce que oui, une sage-femme, ce n'est pas que l'accouchement, comme on peut l'entendre très souvent. Donc, depuis 2010, les sages-femmes peuvent assurer le suivi gynécologique de la femme ou toute autre personne devant bénéficier d'un suivi gynécologique de prévention. Les sages-femmes sont compétentes en matière de contraception. En effet, les sages-femmes peuvent prescrire tout moyen de contraception et également les poser, sauf la contraception définitive, bien sûr. Et une évolution est arrivée en 2021 avec la loi RIST qui permet aux sages-femmes de prescrire les bilans de dépistage aux partenaires de nos patients ou patientes pour les infections sexuellement transmissibles ainsi que les traitements. On attend le décret d'application. Ensuite, donc un petit mot sur l'orthogénie. Donc, depuis 2016, les sages-femmes peuvent procéder aux IVG médicamenteuses en ville, dans leur cabinet. Et depuis le 20 février 2022, les délais sont passés de 7 semaines d'aménorrhée à 9 semaines d'aménorrhée en ville. Aussi, depuis le 31 janvier 2021, un décret est sorti sur l'expérimentation des IVG
instrumentaux par les sages-femmes sous certaines conditions. Donc, une expérimentation est en cours pour une durée de 3 ans, ce qui est une nouvelle avancée pour l'accès à l'IVG sur notre territoire et le renforcement du droit à l'IVG pour les femmes ou toute personne le souhaitant. Et je profite de ce flash actu, excusez-moi, pour vous parler de la proposition de loi de Madame Gaillot, qui du coup a été adoptée hier à l'Assemblée nationale et qui est encore donc un signe de renforcement de l'accès à l'IVG, avec un allongement du délai de recours à l'avortement de 12 à 14 semaines de grossesse, la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer les IVG instrumentaux, donc maintenant c'est écrit dans la loi, la pérennisation de la possibilité de recourir à l'IVG médicamenteuse en ville jusqu'à 7 semaines de grossesse, la suppression du délai de réflexion à 2 jours suivant un entretien psychosocial, la création d'un répertoire tenu par les ARS des professionnels de santé et des structures qui pratiquent les avortements, et l'extension de la téléconsultation dans un parcours d'IVG en établissement de santé. Il est donc nécessaire que nous puissions travailler tous et toutes ensemble pour la meilleure prise en charge possible des femmes et des patients sur notre territoire. Enfin, une grande avancée pour notre formation a été annoncée fin 2021 par nos 2 ministères de tutelle, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère des Solidarités et de la Santé. Les études de sage-femme vont pouvoir bénéficier d'une année supplémentaire d'études, ainsi qu'un 3e cycle court, et ainsi valider une thèse d'exercice. C'était une réelle demande des étudiants et étudiantes sages-femmes, car il faut savoir qu'actuellement, on a environ 1400 heures de cours en plus que d'autres formations médicales. Or, nous, on les fait en 5 ans et les autres en 6 ans, et des compétences qui ne font qu'augmenter d'année en année. Notre dernière enquête bien-être montrait que 7 étudiants sur 10 présentaient des symptômes dépressifs, que 30% des étudiants et étudiantes avaient déjà songé à arrêter la formation due à un rythme effréné et une grande pression. Cette 6e année est donc une grande avancée pour le bien-être des étudiants et étudiantes et la reconnaissance médicale de notre profession. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci Laura. On passe au kiné avec Maxime pour la FNEC. Eh bien, bonsoir plutôt à toutes et tous. Merci à l'ISNAR pour cette invitation et particulièrement pour ce temps qui me semble extrêmement important par rapport à tous les enjeux de restructuration du système de santé, d'enjeux futurs, avec pour seul objectif finalement la santé et la prise en soin, la prise en charge la plus optimale pour nos patients. Nous, au niveau des kinés, on a une vraie grande avancée qui concerne la profession, c'est celle de l'accès direct. Donc, quand on est par là, la possibilité pour un patient de consulter son kinésithérapeute ou sa kinésithérapeute sans prescription médicale. Il faut savoir que c'est une possibilité, bien sûr, pour toujours faire le choix de consulter d'abord leur médecin et d'avoir l'ordonnance qui va bien. C'est une avancée parce que ça permet tout simplement de reconnaître les compétences. Finalement, des compétences presque d'ordre du triage, savoir si la personne qui vient chez nous est apte, on est apte nous-mêmes à la prendre en charge et s'occuper de sa rééducation, ou bien si, pour différents facteurs, que drapeau rouge ou autre, c'est plutôt du ressort d'un autre praticien. Cet accès direct, il ne va pas se faire comme ça d'un coup, sans préalable. Il y a une expérimentation. Pour l'instant, c'est sous forme expérimentale avec
un délai de 3 ans, au bout duquel on aura tout simplement une expertise, un rapport sur les départements concernés. Départements concernés parce qu'ils ne seront qu'au nombre de 6 durant ces 3 années. Et récemment, on a appris que le Loiret semble figurer parmi ces 6 départements. La principale condition à tout ça, c'est d'abord qu'il s'exerce, cet accès direct, dans le cadre d'un exercice coordonné, que ce soit sur une équipe de soins primaires, dans le cadre de CPTS, dans le cadre de centres de santé ou de MSP, d'où la preuve que c'est un véritable renforcement de cette dynamique d'interpro si chère à la FNEC, si chère finalement à l'ISNAR, si chère à toutes ces fédérations et toutes ces professions qui travaillent ensemble. Et on en saura davantage dans le cadre d'exercice lorsqu'on aura le décret qui sortira. Pour l'instant, l'une des grandes conditions également, c'est qu'un rapport, un bilan, un compte-rendu soit adressé dans la foulée par le kinésithérapeute au médecin traitant de la personne qui serait venue le voir en accès direct. Voilà pour ça. En attendant, comme je vous l'ai dit, ça ne concerne que 6 départements, ce qui en laisse quand même 95, si je ne m'abuse, sur le côté pour le moment. Ce qui me semble important de signaler, c'est un travail commun qui a été réalisé l'an dernier entre l'ISNAR-IMG et la FNEC. Je salue d'ailleurs Morgane, s'il est encore dans cet amphi, et toutes ces équipes qui ont travaillé avec mes prédécesseurs sur ce sujet. C'est celui d'un livret de prescription de massokinésithérapie qui a pour mission, non pas d'être absolument exhaustif, non pas d'être absolument parfait, mais au moins de vous proposer, vous, futurs médecins, de vrais conseils sur la meilleure façon de prescrire de la kinésithérapie. Je ne vous spoile pas l'intégralité de son contenu, je vous invite à le découvrir sur notre site fnec.fr. Vous tapez livret prescription kiné ou livret prescription FNEC, vous le trouverez rapidement. Il se lit assez bien, il est assez accessible et je crois qu'il peut permettre de donner des clés qui finalement favoriseront une meilleure compréhension des compétences de chacun et de chacune, une meilleure collaboration, une meilleure finalement coopération entre kinés et médecins, ce qui est l'indispensable, mais malheureusement trop souvent oublié, premier maillon d'une chaîne de rééducation efficace. Sur ce livret, en 2 mots, il y a d'abord un aspect théorique et puis un aspect qui à mon avis, vous intéressera particulièrement, car il y a une dimension plus pratique avec des prescriptions qui ont été anonymisées, mais qui sont des prescriptions réelles qu'on a pu récupérer et sur lesquelles on a travaillé avec l'ISNAR-IMG pour les analyser, finalement pour en donner des pistes d'amélioration de ces ordonnances-là. Je crois avoir fait le tour de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je ne vais pas être plus long. Je vous dis finalement à très bientôt sur le terrain pour nos patients. Et en attendant, pour toute question, n'hésitez absolument pas à venir me croiser. Je vous remercie pour votre attention. Merci Maxime. On finit par Mathilde pour la phnésie. Du coup, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathilde Padilla, du coup je suis infirmière diplômée d'État et je suis actuellement étudiante en master et je suis surtout la présidente de la Fédération nationale des étudiants et des étudiantes en sciences infirmières, la FNESI, et c'est pour ça que je viens aujourd'hui vous présenter un petit peu ce qu'est une infirmière ou un infirmier de pratique avancée, parce que ça peut être potentiellement un peu flou dans l'esprit de chacun. C'est une profession finalement qui est un peu méconnue, qui est un peu effrayante même parfois, et du coup on se demande qu'est-ce qu'est un infirmier ou une infirmière de pratique avancée. Donc
Dans la définition de l'Ordre national des infirmiers, un IPA, je vais le raccourcir en tant qu'IPA, ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Un IPA est un acteur d'efficience de la prise en soin dans un environnement élargi. Donc en fait, la pratique avancée, elle a été mise en place en 2018 pour répondre à des enjeux de santé publique. Une augmentation des patients atteints de maladies chroniques, un vieillissement de la population, un virage ambulatoire dans le système de santé qui est quand même relativement important, aussi un enrichissement du travail d'équipe et surtout pour répondre au problème de démographie médicale qui a été longuement et maintes fois cité durant ce congrès qui nous concerne toutes et tous. Donc pour le coup, la pratique avancée, il y a plusieurs champs d'action. On parle aujourd'hui de 5 mentions, donc d'un diplôme qui se réalise en 2 ans, qui nous donne le grade master. On a donc 5 mentions: pathologie chronique et stabilisée, onco-hémato, maladie rénale chronique, dialyse et transplantation, psychiatrie et la nouvelle née depuis cette année, la mention urgence. Donc, qu'est-ce que fait en final un infirmier de pratique avancée? Donc, l'infirmier de pratique avancée, il a du coup 7 compétences principales. Je vais vous les décrire très rapidement. Donc, on a d'abord la pratique clinique, qui est du coup son champ d'action principal, qui se distingue par un haut degré d'autonomie et par la compétence de la gestion des situations complexes et de gestion des risques. Elle a aussi une compétence d'expertise et de coaching, notamment au niveau des patients. Donc, l'IPA va aider à la décision, à la planification, à la mise en œuvre d'interventions de soins. On a aussi la recherche, pour le coup. La recherche, c'est un champ d'action qui est arrivé très récemment. Il faut savoir qu'en France, on est très en retard sur la recherche en sciences infirmières. Pour le coup, on a des pays comme le Canada qui sont très développés. Et du coup, ça va être une quête systématique de chercher de nouveaux savoirs infirmiers au bénéfice des patients, des familles et des communautés. On va identifier des problèmes cliniques, participer à la coordination de projets dans un objectif global d'amélioration de la qualité des soins. On va avoir du coup une autre compétence qui va être la collaboration. On travaille activement avec les cadres de santé et surtout avec les médecins. Pour le coup, les médecins généralistes, encore plus, car on dépend clairement de vous pour tous nos champs d'action. On va aussi être amené à travailler à des niveaux institutionnels avec des gestionnaires qualité et également dans des équipes projets. On va ensuite avoir une compétence de décision éthique. L'éthique, c'est un pilier fondamental de la profession infirmière. Le rôle d'IPA est de promouvoir l'analyse critique et la réflexion éthique pour qu'elle soit de plus en plus présente dans la prise en soin de situations complexes. On va avoir l'expertise dans l'accompagnement du patient. Donc l'IPA va placer le patient au centre de sa prise en charge. Elle écoute ses choix et ses volontés et elle va du coup s'assurer qu'ils sont pris en compte. Et enfin, une notion très importante qui commence à émerger aussi depuis quelques années maintenant, on va parler de leadership, la notion de leadership infirmier. Ça va être acquérir un savoir-être, un savoir et un savoir-faire, un savoir-agir qui va lui permettre de promouvoir et de communiquer les valeurs du soin. Donc voilà, au niveau des compétences que nous avons, on en a globalement 7, c'est celles qui sont aujourd'hui les plus importantes. Et du coup, on va avoir aussi, je vais revenir sur le travail en collaboration entre le médecin et le patient et l'infirmier ou l'infirmière de pratique avancée. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous, on a du coup des protocoles d'organisation qui sont obligatoires, à savoir que vous, en tant que médecin généraliste, vous nous confiez des patients. Du coup, nous, on n'a pas de patientèle propre, on va avoir votre patientèle que vous allez nous confier. On va du coup effectuer un suivi du patient selon la pathologie, on peut renouveler des prescriptions et du coup, on va aussi avoir des discussions autour du patient avec l'équipe. Au final, et nous, quand on atteint les limites de nos compétences, on vous renvoie le patient parce que du coup, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire et c'est un peu un travail d'échange et de collaboration entre nous. Quels sont les avantages aujourd'hui d'un infirmier ou d'une infirmière de pratique avancée? Il y en a plusieurs et il y en a pour plusieurs champs d'action. Les infirmiers et les infirmières, ça va être des perspectives de carrière parce que oui, on a quand même envie d'évoluer et c'est quand même vachement chouette de se dire qu'on peut faire de nouvelles choses. On va avoir des nouveaux modes d'exercice et on va être plus autonome. Pour vous, les médecins, il va y avoir un grand facteur qui va être la décharge de temps. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le temps est précieux et que l'infirmier et l'infirmière de pratique avancée va pouvoir prendre des tâches que potentiellement vous n'avez pas le temps de faire et permettre une prise en charge plus efficace du patient et de la patiente. Et on va avoir aussi de nouvelles perspectives de coopération entre nos deux corps de métier.
Pour le patient, ça va être un meilleur accès aux soins, une prise en charge diversifiée et une fluidification du parcours. Pour le système de santé, ça va être surtout un renforcement des structures de soins primaires, la coopération renforcée au niveau des professionnels et du coup aussi au niveau du territoire. Donc, comme je pense que vous l'avez sûrement vu, il y a le rapport IGAS qui est sorti il y a quelques semaines sur la pratique avancée qui va encore faire bouger pas mal de choses. En tout cas, entre médecins généralistes et infirmiers de pratique avancée, il va y avoir vraiment un réel enjeu pour le coup au niveau des soins primaires et notamment des maisons de santé. On va avoir une aide précieuse pour une amélioration des conditions de travail, pour gagner encore une fois du temps. On sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais malheureusement c'est un facteur qui est aujourd'hui indispensable pour le coup. Pour revenir rapidement sur le protocole d'organisation qui est aujourd'hui votre, on va dire, mention phare en tant que médecin, pour pouvoir travailler avec nous, il va falloir du coup créer un protocole. Donc c'est une forme de contrat entre un médecin et un infirmier de pratique avancée ou une organisation. Et on va devoir préciser, du coup, à la fin de ce contrat, 6 domaines. Le domaine d'intervention de l'IPA, que vous allez cadrer entre vous et l'IPA, les modalités de prise en charge, les modalités et la régularité des échanges entre le médecin et les infirmiers de pratique avancée, la modalité et la régularité des réunions de concertation pluriprofessionnelle, les conditions de retour du patient envers le médecin, et en annexe, un document d'information remis par le médecin au patient. Il peut y avoir plusieurs ajustements possibles. Donc on va dire que ce contrat, il est un peu à la carte, c'est un peu comme on veut, selon ce que vous avez envie de déléguer et selon ce que nous, on peut prendre aussi en charge. Donc on peut adapter soit selon la pathologie, par exemple on peut dire, eh bien, écoutez, moi ce patient, il est diabétique de type 2, tu vas le prendre en charge comme ça. Donc dans le contrat, ce sera mentionné diabète de type 2, soit du coup plusieurs pathologies dans le même champ d'action, soit par population. Donc ça va être selon, par exemple, on peut citer personnes en situation de précarité. Cette formalisation, elle va permettre aux équipes de construire, de modifier et de le modifier de manière efficiente. On peut y inclure facilement de nouveaux patients, faciliter le parcours de soins de chaque patient et la traçabilité, et être adapté à chaque lieu d'exercice. Donc chaque contrat est unique selon le lieu où vous allez exercer. Voilà, c'était un point rapide sur qu'est-ce que vous allez devoir mettre en charge pour travailler avec une IPA. Aujourd'hui, on a malheureusement, nous, encore beaucoup de limites pour travailler. On est déjà très peu, ça a été cité hier, effectivement, on espère un effectif de 1700 IPA formés au niveau du mois de juillet. C'est encore très très peu, mais vous inquiétez pas, on arrive. Du coup, on a un exercice libéral qui est encore compliqué parce que notre formation est encore très peu connue, notre mode d'exercice aussi. Donc, on vous invite, vous, nouvelle génération, à vous renseigner sur ce qu'est un infirmier, une infirmière de pratique avancée, comprendre ses avantages, ne pas en avoir peur. Et on espère pouvoir voir, du coup, sur les prochaines années, une collaboration grandissante entre vous et nous. Je terminerai sur une citation d'Isaac Newton qui me plaît beaucoup. Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. Merci beaucoup.